Bienvenue sur Hémisphère droit, le podcast consacré au design. Le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public. Nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large. Je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter Frictionless, notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet, la recherche utilisateur, le design d'interface utilisateur, ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles. Hello Mélissa, Salut Anna. je suis ravie de te recevoir sur le podcast d'Hémisphère droit et je te laisse te présenter. Tout d'abord, merci de me recevoir. Donc moi, c'est Mélissa, je suis product designer chez Legal Start depuis 3 ans. Aujourd'hui, je suis située dans la partie produit, donc on est une petite équipe de 3 designers et on s'occupe un petit peu de révolutionner les démarches administratives des entrepreneurs. Super, Legal Start, donc c'est une startup qui a commencé à scaler et c'est intéressant pour moi de prendre le temps d'en discuter avec toi parce qu'effectivement, je pense que notamment d'un point de vue UX, il y a un gros chantier puisque ça reste un secteur qui est quand même assez corpo. Est-ce que toi, tu as des enjeux justement à ce niveau-là d'un point de vue plus compréhension des attentes et d'un point de vue utilisateur quand il s'agit d'attirer une cible qui est plutôt qui découvre en fait cet univers? Il faut savoir qu'on accompagne vraiment tous les entrepreneurs du début jusqu'à la fin, parce qu'on leur souhaite pas fermeture de la société. Donc on a vraiment des clients qui sont hyper différents. On peut avoir des serial entrepreneurs qui sont déjà en train de créer leur 6e boîte et on a des personnes qui n'ont jamais créé une boîte, jamais entendu parler de SASU, SAS ou de statut juridique. Donc on a quand même des problématiques qui sont différentes parce que notre cible est très large. Hem, Après, du coup pardon. En fait, on a différents types de contenus pour chaque type d'entrepreneur. Donc on essaye d'adapter vraiment déjà tout notre contenu pour qu'il soit très accessible à n'importe qui. Et on peut parfois pousser les contenus pour justement toucher une cible qui est plus calée. Mais l'idée c'est vraiment de rendre accessible l'administratif juridique à chacun. Donc ça peut être sur nos plateformes, par exemple, nos utilisateurs doivent remplir des dossiers et ces dossiers, il y a des choses qui sont compliquées à remplir. Par exemple, choisir son type d'imposition pour sa société, choisir si je vais être assujettie à la TVA tous les ans ou chaque année. Enfin, il y a des choix qui sont un peu plus complexes comme le capital et là, on essaye d'apporter vraiment des aides et du coup, mon travail à moi, c'est un petit peu de rendre ça accessible et d'aider le mec en quelques frames ou modal à trouver sa réponse. Du coup, en termes de process, donc tu m'as parlé des différentes modales. Est-ce que vous faites, j'imagine que vous faites différentes itérations. Comment ça fonctionne en interne? C'est de l'A/B testing? Non, on fait pas d'A/B testing parce qu'on n'a pas assez de trafic, sur des pages précises, on n'aurait pas assez de trafic pour faire un A/B testing très, vrai. Du coup, on va plutôt faire des interviews plutôt discovery. Selon le sujet, on va plutôt faire des interviews de prototypes. Donc ça dépend vraiment en fonction de notre besoin. Si par exemple, là, on doit tester comment amener l'aide, on va plutôt faire des entretiens d'usabilité avec différents clients qui ont déjà fait un dossier chez nous et qui vont du coup faire 2 à 4 parcours différents pour, pour qu'on voit s'il y a des choses qui marchent mieux, qui marchent moins bien. Par rapport à ça, donc on est plus sur une approche finalement qualitative. Est-ce que à ce niveau-là, c'est toi qui gères la mise en place de ces entretiens utilisateurs? Alors c'est réparti dans toute notre équipe produit. Donc on a mis en place un script qui envoie un mail à nos clients et nos clients peuvent s'inscrire pour des créneaux de 45 minutes et on se les répartit entre les PM et les product designers. Donc on fonctionne toujours par binôme. Donc il y a une personne qui lead et une personne qui scribe et du coup on interviewe cette personne pendant 45 minutes, toujours avec une phase de discovery.
pour justement le détendre et pour qu'il puisse ensuite après critiquer notre design. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous dans la discovery, c'est qu'on va chercher où est-ce qu'il a eu des problèmes et essayer de lui proposer des prototypes qui répondent aux problèmes qu'il a rencontrés quand il est passé par nous. On a pas mal de flow sur Figma et du coup, on essaye d'adapter en fonction des problèmes les tests d'usabilité. Et si tu peux me parler d'un feedback qui a été clé pour vous? On a eu des retours sur, du coup, chaque personne chez nous fait un dossier et un juriste qui lui est attribué, qui gère le dossier. Et on a eu beaucoup d'insights sur le fait de, je n'arrive pas à joindre, que la personne aimerait joindre beaucoup plus facilement sur la plateforme la personne, ce qui est aujourd'hui impossible. Il faut passer par mail ou appeler au téléphone et c'est pas pratique parce que du coup, ça prend plus de temps et les personnes qui remplissent leur dossier mettent plus de temps, donc l'immatriculation est encore décalée. Vous avez opéré un rebranding récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de comment vous avez procédé à ça et quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous repensiez totalement votre identité graphique? En fait, Legal Start a été créé en 2014, donc il y a un petit peu plus de 7 ans et l'image de marque n'a jamais été vraiment travaillée, donc ça faisait un petit moment que moi, ça me trottait dans la tête de par mon parcours en DA où je me disais que c'est bête, on a un super produit, on simplifie vraiment la vie des entrepreneurs, mais notre image, elle est pas moderne. On dirait pas qu'on est qu'on est une solution digitale tech un peu SaaS. Et quand on a interviewé un peu des clients, on a eu des retours qui nous ont un petit peu choqués. Par exemple, il y a quelqu'un qui nous a dit un jour: «Ah mais il y a vraiment quelqu'un derrière mon dossier, c'est juste pas un logiciel qui fait tout seul». Ou on nous a confondus avec un de nos principaux concurrents qui a presque le même nom que nous, par rapport à des écoutes qu'on a faites. On a travaillé un petit peu avec les sales et les gens à la prod, on a fait des écoutes et on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs appels qui ne venaient pas, qui n'étaient pas destinés à notre plateforme parce que c'était celle d'un concurrent. On a aussi eu des retours comme quoi on avait l'air un peu vieillot, vu qu'aujourd'hui on a plein de solutions tech SaaS comme Conto, Payfit, Shine, qui sont des acteurs qui ont des identités très fortes et plutôt modernes. Mmh. Et ensuite, il y a eu un autre élément déclencheur, c'est qu'on a voulu passer tout notre espace public, donc tout ce qui est notre site web visible hors compte sous CMS, parce qu'on avait plein de problématiques et ça a été un petit peu le petit engrenage qui nous a dit: «Bah, ce serait bien de se lancer, vu qu'on va refaire ça, ce serait bête de rester sur notre charte actuelle, sachant qu'on allait devoir tout recoder et vraiment repartir de zéro». Donc ça a été un petit peu l'élément déclencheur qui nous manquait pour nous dire: «Allez, c'est le bon moment, on se lance». En plus, Legal Start avait fait une opération de LBO quelques mois plus tôt. Donc vu que la société monte et est sur une petite fusée, c'était bien aussi d'en profiter pour redonner une nouvelle image. Et est-ce que tu peux rappeler pour nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce que c'est, le LBO? Alors, je sais pas si je vais l'expliquer assez clairement. Donc c'est un peu l'équivalent d'une levée de fonds, mais sans investisseurs, c'est plus en termes d'endettement. Au-delà de ça, donc moi j'aurais aimé savoir, ouais, d'un point de vue organisationnel, un petit peu comment ça s'est structuré cette refonte, avec qui, tu étais amené à collaborer et voilà, vous êtes passé par un CMS? Oui. Alors du coup, il y a eu plusieurs réflexions. Du coup, il y a eu une réflexion côté marketing, sur tout le côté rebranding et il y a eu une réflexion tech produit sur la solution de CMS qu'on allait utiliser parce qu'on avait beaucoup de problématiques comme le besoin de gérer plus de 3000 pages et de pouvoir les modifier assez facilement. Enfin, par exemple, si je voulais changer un composant, aujourd'hui, ça pouvait nous prendre énormément de temps de dev parce qu'il fallait passer page par page pour le changer. Il y avait rien qui était uniformisé. Après, on avait un site qui était pas non plus très rapide.
Donc l'objectif, c'était quand même que ça aille plus vite. Après, on a quand même un gros, enjeu SEO parce que, beaucoup de clients nous retrouvent grâce au SEO et on se fait beaucoup connaître avec ça, vu qu'on a 3000 fiches pratiques de contenu et il fallait, enfin rendre notre équipe marketing, autonome pour, ajouter du contenu seul, créer une landing page à partir de composants. Donc on avait vraiment une dette technique, de ce côté-là. Vous êtes passé sur quel CMS du coup? On est passé sur HubSpot. OK, et ça va, la gestion du contenu, toi retranscrire, ça a pas été trop complexe? Ah, La migration? pour moi, refaire les blocs, c'est ça? Ouais. Du coup, on a fait un gros travail, d'inventaire avec, le marketing et le produit un petit peu, mais plus le marketing parce que c'était eux qui allaient, au final utiliser, le CMS pour créer des pages, des LP, des fiches pratiques. Donc on a fait un inventaire de toutes nos pages pour voir, les composants qui revenaient, les blocs qui étaient importants, s'il manquait des choses. Par exemple, on a, beaucoup d'outils de lead génération, pour, récupérer, des emails, des téléphones et retransformer, plus tard, ces prospects. Donc l'idée, c'était vraiment, de repenser, du coup, tout notre espace pour, optimiser, notre conversion vers nos funnels, notre lead generation et le temps passé sur notre site, jusqu'à aujourd'hui. Super, donc d'un point de vue, lead generation justement, est-ce que, tu peux nous parler un peu de cette stratégie, au travers de la construction de landing page? Alors, il faut savoir que sur nos landing pages qui sont, du coup payantes, donc SIA, on a plutôt pour l'instant un objectif de conversion. Donc notre premier objectif, c'est vraiment de réussir à ce qu'il démarre un funnel et qu'il crée sa société avec nous ou ferme sa société ou autre. Et ensuite, on a un deuxième du coup objectif, c'est, récupérer, des leads, via CLP sur des modules en proposant un contenu juridique rédigé, souvent remis à jour, donc comme des guides ou, sur l'espace fiche pratique, on permet de télécharger la fiche en échange d'un email ou alors on propose, des modèles gratuits, comme un modèle de CDI pour, justement, récupérer, l'email en échange. D'accord, donc tu bosses étroitement, j'imagine avec, la team growth. Comment ça se passe, au niveau collaboration et communication? Heu, Ça se passe, plutôt bien. Après, vu que moi je suis plutôt, côté produit, du coup, il y a le côté, grosse qui va faire une demande, qui va nous donner de la data et qui va dire, par exemple, ici, on trouve que c'est pas assez optimisé, là, avec, la sortie du nouveau site, à cet endroit exactement, on fait moins de leads qu'avant. Pourquoi? Donc là, on va regarder un petit peu, ce qui a changé. Est-ce qu'il y a pas un bug? Est-ce qu'il y a pas, quelque chose qui rajoute une étape qui ferait que les gens, ne laisseraient plus leur email ou alors, que c'est plus assez visible. Heu, donc donc là, on va faire tout un travail, on va essayer de voir, si on peut réadapter la page, si on peut, mettre un bloc, qu'on avait prévu qui était plus bas, plus haut ou est-ce qu'on ferait pas un petit truc sticky en haut? Donc là, on travaille en collaboration avec eux et on fait des petits points, voilà ce qu'on peut faire. Après, on regarde toujours la faisabilité technique parce qu'on dépend quand même du CMS et on travaille avec une agence interne qui développe nos composants. Donc ça a quand même des coûts, donc l'idée, c'est quand même de réutiliser ce qu'on a développé jusqu'à aujourd'hui au maximum et on développe, si vraiment on n'a pas le choix. D'accord, et cette approche, justement de travailler par, composants, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui t'a rendu service, j'imagine? Ouais, alors en fait, il faut savoir qu'on a plein d'interfaces et jusqu'à aujourd'hui, rien n'était, vraiment cohérent. On travaille encore là-dessus. On n'avait pas encore, de design system vraiment, fixe et là, de faire notre rebranding, on a vraiment reposé, une base saine que là, qu'on est en train d'adapter sur tous nos autres espaces. Donc pour l'instant, il y a que l'espace public qui est sorti avec, vraiment la nouvelle charte et le nouveau design system et ça va s'adapter petit à petit à tous nos autres, supports comme le funnel, l'espace compte ou, l'espace de complétion de dossier. OK, super intéressant, et donc toi, ce qui te plaît le plus, au sein du product design, c'est plus, l'aspect graphisme, si tu es issu d'un parcours plus DA ou au contraire finalement tu as une approche,
plus UX? Bah, alors, j'étais vraiment prédestinée à la DA avant et j'ai découvert l'UX en travaillant pour Legal Start en freelance, parce qu'au début j'étais en freelance et en fait, c'est quand même super chouette parce qu'on se pose beaucoup plus les méninges. Mmh. Enfin, j'ai vraiment l'impression, d'avoir une plus grande mission qu'en DA qui est plus, bah, créer une image de marque, c'est plus vraiment axé marketing et et un peu acquisition, alors que là, maintenant, sur le product design, ça va plus être vraiment sur l'expérience de nos clients, donc comment l'aider, comment le convaincre de venir chez nous. Enfin, il y a vraiment plein d'enjeux, comment faire qu'ils reviennent, qui sont moins du coup, du côté DA, donc je vais pas mentir, j'ai des grosses facilités, en UI et moi en UX, mais on apprend vite et je pense qu'aujourd'hui, on a plein de ressources, pour monter très vite. Yes, et avant qu'on parle un peu plus en détail des différentes ressources, comment vous faites en fait pour capter l'attention des utilisateurs justement qui sont en mode visiteur? Comment vous arrivez à les transformer et justement, est-ce que ça va être le fait de recevoir des mails pour vous dire voilà, ton formulaire n'est pas terminé? Mmh. Ça passe par quoi concrètement? Bah, alors il y a plusieurs, canaux d'acquisition, donc déjà, il faut savoir que notre contenu plaît beaucoup, donc les gens viennent aussi beaucoup, pour le contenu. Après, ils viennent aussi parce qu'on commence à être connus et il y a beaucoup de bouche à oreille et sinon, bah, une fois qu'ils ont laissé leurs coordonnées, selon, si on sait qu'ils veulent créer leur société tout de suite, on va les rappeler. Si on sait qu'ils veulent créer leur société plutôt dans 1 mois, bah, on va envoyer du contenu pour les aider. Comment est-ce que je monte mon business plan? Quelles aides j'ai le droit, si je lance mon projet? Donc il y a un petit peu différents, canaux qu'on utilise en fonction de la temporalité d'où la personne est dans son projet. Oui, c'est ça, j'imagine aussi qu'il y a différents flows, bah, selon les cibles et selon, oui, là où ils en sont, la maturité, du visiteur et cetera. Mmh. Qu'est-ce que toi tu penses, de l'aspect un peu plus des micro-interactions? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, vous mettez des choses en place ou pas? Sur par exemple des choses qui pop ou, Ouais, on a quelques enfin on a un chat du coup qui s'affiche avec un message disant de où est la personne dans un funnel par exemple, si elle est plutôt au début, ça va être un chat d'aide, si elle est vraiment à la page des formules, bah, là ça va être vraiment un chat personnalisé avec, une possibilité de joindre nos sales ou un expert, et parfois on a sur des pages de contenu, on peut avoir des pop sur, bah, là on a un nouveau guide qui est sorti, téléchargez-le, gratuitement. Ça va plus être, soit de l'interaction, soit pour, convertir, soit, pour récupérer un lead. OK, et est-ce que vous arrivez à avoir des métriques là-dessus qui prouvent, l'efficacité de ce type de micro-interaction? Bah, on a un tracking un petit peu sur tout, donc par exemple, on sait combien de fois la pop-up a été, fermée, combien de fois la pop-up a été renseignée, si elle a été fermée au bout de 2 secondes en mode spam ou si, la personne a lu. Donc on a la possibilité de traquer via tous nos outils. Est-ce que vous avez pu, justement avoir des retours utilisateurs suite à cette refonte? Alors pour l'instant, c'est sorti, là en décembre, donc enfin fin décembre et on lance seulement le plan de communication, officiel, cette semaine. Donc on n'a pas eu encore beaucoup de retours. On a plus eu, des retours, de personnes qui sont déjà clientes et qui ont vu le changement et qui nous ont, un petit peu complimenté en disant, «Ah c'est bien, c'est beaucoup plus clair, on retrouve mieux les informations». On avait un petit problème d'accès à certains contenus et là on a pu le régler. Donc on a plutôt pour l'instant des retours positifs, mais on n'a pas assez de recul, pour voir les retombées. Ce qu'on sait juste, c'est que notre conversion n'a pas baissé et a plutôt augmenté, donc c'est plutôt positif. Yes, c'est cool. Et quel a été ton plus gros challenge justement, au travers de cette mission pour une start-up qui est vraiment, focalisée sur cet aspect, administratif, juridique? Alors il y avait plusieurs challenges. Déjà, rebrander une marque qui existe depuis 7 ans et qui commence à être connue et qui a déjà plus de 300 000 utilisateurs, c'est quand même une grosse pression. Et ensuite, il y avait vraiment, le challenge d'humaniser notre site. Enfin, ça me tenait vraiment à cœur, de mettre, tous les super juristes qui travaillent pour nous et qui montent les dossiers parce qu'ils font vraiment un travail, super dans l'ombre.
Donc j'avais vraiment ce challenge-là aussi d'humaniser et de rendre vraiment notre site, plus accessible et un petit peu, l'idée de moderniser un petit peu l'image, du droit juridique qu'on a aujourd'hui. Donc toi, tu coordonnais toute cette partie-là. Est-ce que, au niveau de la densité de l'équipe design, comment ça se répartit? Alors, c'était le rush, on va pas se mentir, parce qu'à l'époque, où on a enclenché ce projet, j'étais toute seule et on avait recruté une stagiaire en support. Mais du coup, toute la partie, design system, création de nouveaux composants, je l'ai vraiment géré de mon côté. Rebranding aussi, donc on faisait les 2 en parallèle. Après, on avait aussi, un PM qui, s'occupait vraiment de toute la partie, tech, avec qui du coup j'ai beaucoup collaboré sur comment on va faire fonctionner ce composant, quels sont vraiment les besoins de fonctionnalité. Est-ce que là, il doit y avoir enfin, si je clique là, qu'est-ce que ça doit afficher? Enfin, vraiment qui faisait le lien avec, les prestataires, externes, donc j'étais vachement déchargée de ça et hem et sinon, bah, j'avais, Myriam, ma stagiaire qui m'aidait beaucoup à décliner, tous les templates de pages, qu'on crée en fonction des composants et qui m'a aidée aussi à décliner toute l'identité visuelle, sur nos supports, réseaux sociaux, créer une banque d'iconographie. C créer, bah, on a fait aussi des outils de présentation interne. Enfin, on a vraiment, fait un gros scope, à 2. Et ça n'a pas été trop complexe de justement déployer ce design system? Bah, en fait, vu qu'on repartait un petit peu de zéro, et que tout allait être codé, on avait quand même une grande flexibilité. Après, on pouvait pas être trop différent de nos funnels d'acquisition, par exemple. Enfin, on pouvait pas révolutionner et créer un design vraiment de zéro. Donc on a repris quand même, des formes de composants qu'on avait déjà, juste on les a un petit peu modernisés ou on a, un petit peu, amélioré, la feature pour que ça marche. Enfin, je pense par exemple à notre tableau, comparatif des structures qui étaient hyper compliquées à lire. Donc là, on a fait tout un travail pour se dire, mais en fait, un entrepreneur, il compare, en général que 2 structures. Donc maintenant, on lui laisse que le choix de comparer 2 structures. Comme ça, il y a plus que 2 colonnes et c'est vachement plus facile, en termes de lisibilité et en tout cas sur mobile. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? Par rapport à inspirationnel, c'est ça? Inspirationnelles côté à la fois UX ou UI? Bah, après, nous, on est des gros, consommateurs de ce qui se passe, aux US. En tout cas, en termes de logiciels SaaS, on a un CPO qui est un ancien de chez PayPal, donc qui connaît beaucoup de choses, enfin qui connaît plein de services américains et qui cartonnent. Donc on essaye beaucoup, d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. Enfin, par exemple, nous, pour Legal Start, on a des concurrents comme, LegalZoom et ZenBusiness qui ont des énormes équipes design, donc on va toujours un petit peu voir, ce qu'ils font pour s'inspirer sans copier, mais et sinon, on fait pas mal de veille, sur des startups, assez, je dirais «cotées» entre guillemets en ce moment, Payfit, Preto, Conto, Stripe, enfin tout ce qui est un petit peu, logiciel, tech, SaaS et on essaye de lire un petit peu, des articles rédigés par, des product designers de ces équipes-là, ou de grands noms comme, des personnes qui travaillent chez Doctolib ou autres. Sur la fin, quel conseil, tu donnerais à quelqu'un qui souhaite, justement refondre, tout son site web? Ouais et du coup son identité? Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'inclure plein de personnes de différentes stacks. Enfin nous, quand on a par exemple refait le rebranding, on a vraiment, pris, des gens du marketing, des gens de la prod, quelques sales. Enfin, on a vraiment essayé d'inclure, plein de personnes pour, vraiment élargir un petit peu, notre réflexion et hem et c'est pour ça que je pense que ça a été aussi riche et que ça a, aussi bien marché. C'est que ça a été vraiment une collaboration entre, différentes personnes et qui avaient des compétences, complètement, différentes. Écoute, merci beaucoup, Mélissa pour, cet épisode. Merci à toi, j'espère avoir été à la hauteur. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et sur Spotify ou Google Podcast. J'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaye des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général. hémisphèredroit.substack.com. Merci et à très bientôt.